Hello, hello, hello. Oyez, oyez. J'espère que vous allez tous bien. Je sais pas qu'est-ce qui me prend. Là, j'ai une énergie d'enfer. Canalisation, aujourd'hui, j'avais envie de faire pour les runners. Et j'en fais pas souvent pour les runners. Et j'avais envie d'en faire une aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, les gars, c'est Cassie FJ. Ici, on parle de liens, flammes jumelles. Vous le savez déjà. De liens d'âme. Et de temps en temps, Voilà, petite canalisation pour les runners. Pour les runners, parce que les runners, en fait, vous savez, très souvent. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plus de canalisation sur mon Patreon, sur le lien du podcast éternellement. Il y a des épisodes de podcast et souvent des canalisations. Donc, bref, qu'est-ce que je disais? En fait, le runner, souvent, vous savez, il n'a pas le même point de vue, ou en tout cas la même attitude que pourrait l'avoir une chaser. La chaser, elle est combative et elle ne se décourage devant rien. Le runner, c'est un petit peu une chochotte. Désolée de dire ça, mais le runner, oui, se comporte comme une chochotte. Le runner ne veut pas de difficultés dans sa vie. Non, le runner ne veut pas se prendre la tête. Le runner, vous savez, il est un petit peu comme le type Ennéagramme 7. Je vais aller lire l'énéagramme 7 pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passe dans la tête du runner. Donc en fait, l'énéagramme 7, c'est mental, orientation, joie et optimisme. Passion, intempérance. Compulsion, éviter la souffrance. Vertu, tempérance. Je vous lis. Le 7 préfère utiliser le centre mental vers l'intérieur pour planifier sa vie de manière plaisante. Son orientation est la poursuite de la joie et de l'optimisme. Le mécanisme créateur de son ego, sa compulsion, est d'éviter la souffrance. Le 7 cherche alors le plaisir immédiat et à tout prix. Il s'arrange pour avoir en permanence des choix le plus ouverts possible. Ainsi, dès qu'une option devient un tant soit peu déplaisante, il peut l'abandonner pour une autre voie. À l'inverse, si quelque chose lui plaît, il a tendance à en consommer sans modération. Sa passion est l'intempérance ou la gloutonnerie. Cela concerne toute source de plaisir et pas seulement la nourriture ou la boisson. Malgré sa préférence pour le centre mental, le 7 a un peu de mal à prendre des décisions. Car décider, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Quand le 7 agit, c'est vite et avec beaucoup d'énergie. Du moins, tant que l'activité l'intéresse et l'amuse. Dans le cas contraire, il freine et découvre ailleurs des activités plus plaisantes qu'il estime soudain plus prioritaires. Le 7 a d'excellentes capacités de synthèse, de créativité et de planification. Mais réaliser ses plans n'est pas sa principale préoccupation. Il adore mener plusieurs activités de front. Le 7 va au-devant des autres et cherche à leur plaire par la gaieté, l'humour et par ses idées. Oh là là, je retrouve très très bien mon runner là-dessus. Et ses plans plaisants. Il peut ainsi paraître chaleureux, toutefois, il est beaucoup moins impliqué émotionnel dans la relation qu'il n'y paraît. D'ailleurs que surviennent des émotions négatives et le 7 a tendance à s'échapper. Cette difficulté à s'impliquer joue aussi dans ses relations intimes. S'il la surmonte, il est un partenaire loyal. Le 7 supporte mal les contraintes, les règles et les procédures, sans pour autant s'y opposer ouvertement. Quand le 7 va bien, il n'a plus besoin de fuir la souffrance pour être optimiste et devient capable de l'accepter quand elle est utile ou inévitable. Il vit la vertu de son type qui est la tempérance. Donc vous voyez que tout le long, ils ont décrit en fait la compulsion qui est d'éviter la souffrance du type 7. Donc c'est exactement mon runner et beaucoup de runners. C'est des personnes qui vont toujours se montrer très ouverts, très chaleureux. Dès qu'ils rencontrent une personne, c'est les premiers qui vont aller en avant en fait.
Ils vont parler, ils vont se montrer très agréables, très chaleureux. Et en fait, on a l'impression que c'est des personnes qui sont très sociables. Mais en fait, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que souvent, le 7, il ne va jamais au bout des choses, en fait. Il est très excité par la nouveauté, en fait. Il veut montrer qu'il est quelqu'un de gentil. Il veut paraître, il est dans le paraître. Mais c'est quelqu'un qui ne prolonge jamais. Ce qui fait qu'il n'a pas de lien intime avec qui que ce soit. Il n'a aucune relation réelle avec qui que ce soit amical ou amoureusement. Même amoureusement, il a très peu de relations, comme vous le savez. Comme c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a une moindre difficulté, en fait, il s'éloigne. Eh bien, évidemment que il va pas aller bien loin. Souvent que, en plus, moi, par exemple, mon runner, il a des parents qui sont quand même très, très stricts et qui lui ont dit déjà, voilà, qu'il avait un certain type de qui voulait, hein, un certain type de personne qu'il recherche. Donc déjà, vu que lui, c'est quelqu'un qui peut parler avec à peu près tout le monde et n'importe qui, il ne va pas forcément au départ faire attention à la personne. Et même s'il a un coup de foudre, il va vite en fait s'apercevoir que mais cette personne ne correspond pas du tout aux critères que papa ou maman veulent. Et du coup, il va laisser tomber en fait. Et c'est quelqu'un qui peut être extrêmement lâche. Ça veut dire il s'en fiche. Hein. Il tourne le dos, hein, il tourne la page et il te donne aucune explication. Et il fait ça avec tout le monde. Et même avec sa chaser, c'est comme ça qu'il fait. Il va te parler, il va bien s'entendre avec toi, mais dès lors, il va comprendre que papa valide pas, maman valide pas. Il va même pas chercher à comprendre en fait. Il veut tellement plaire à sa famille. Il veut tellement être accepté par sa famille. Il veut tellement qu'on soit fier de lui que il n'aura jamais en fait l'audace ou le courage d'aller au bout des choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément que la relation avec la personne, elle est difficile. C'est juste le fait qu'il doit surmonter un énorme obstacle, qui est l'obstacle de ses parents, il ne le fera pas. C'est-à-dire que même si avec la personne, c'est fluide, ils s'entendent bien, il n'y a pas de difficulté, ils aiment les mêmes choses, ils ont la même vision, ils voient le couple de la même manière, tout est bien. Mais juste, papa, maman ne sont pas d'accord. C'est terminé. C'est terminé. Et il est sans froid. On se demande même s'il a un cœur. Alors que de base, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très sensible. Je peux vous dire que quand il fait une croix sur vous, il fait une croix sur vous. La chance qu'il y a dans la relation flamme jumelle, c'est qu'il y a le lien. Le lien qui fait qu'il est toujours obligé de revenir. Et c'est là où ça devient justement un grand problème pour le runner. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Puisque de base, c'est le genre de gars qui ne s'attache jamais à personne. Au point où même il finit par ne même plus séduire parce qu'il sait comment ça va terminer. Il sait comment ça va se terminer. Il va avoir des sentiments et puis il va devoir laisser tomber parce que papa, maman ne veut pas. Et comme monsieur ne veut toujours pas, n'est toujours pas prêt à affronter la famille, et bien du coup, il finit par être seul. Mais on voit bien que à la fin, ils disent que quand il est dans la vertu, et donc ça se voit que ce mode de compulsion, c'est un mode qu'il fait parce qu'il n'est pas bien en fait. Il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui, il n'est pas guéri. Il est dans ses peurs, vous voyez. Mais une fois qu'il a réussi à transcender ses peurs, il se retrouve dans la tempérance. Et on a un partenaire qui est loyal. Quand il va bien, il n'a plus besoin de fuir la souffrance pour être optimiste et devient capable de l'accepter quand elle est utile ou inévitable. Il vit la vertu de son type qui est la tempérance. Donc c'est bien, c'est important de comprendre vraiment les différents, tu sais, anéagrammes. Moi, je m'y intéresse beaucoup. Je ne m'intéresse pas qu'au MBTI. Je m'intéresse énormément à l'anéagramme parce que ça m'aide aussi beaucoup à comprendre la personnalité du runner. Donc, il y en a 9 des anéagrammes, donc vous pouvez essayer de voir. Après, c'est vrai que souvent, les runners, c'est quoi? C'est 2, 4 et 7, hein, souvent, c'est 2, 4 et 7. On pourra essayer je regarderai dans une prochaine canalisation à vous présenter le 2 ou le 4. Mais le 7, pour moi, c'était intéressant parce que je trouve que beaucoup de runners se retrouvent dedans. Et ce que je voulais vraiment partager aux runners, c'est déjà, runner, n'oublie pas que tu es venu t'incarner dans un seul but, en fait. Et tu as qu'une seule mission, en fait, tu vois. C'est comme si tu étais un ambassadeur. Tu es un ambassadeur, tu as quitté ton pays, tu viens dans un autre pays, tu as une seule mission. Et toi, tu te détournes de cette mission et tu es là en train de vivre ta petite vie tranquille. Est-ce que même tu trouves que devant Dieu, c'est juste ce que tu fais? Tu sais qu'on attend de toi que tu travailles sur toi, que tu te réunisses et que tu
incarne ta mission. Et toi, tu es là à tout faire sauf ça. C'est comme si tu te dispersais, en fait, et tu n'es même pas conscient, en fait, que le temps qui t'est donné, c'est pas un temps qui est illimité, en fait. Et quand je vois, par exemple, mon runner, c'est quand même, ça fait presque 12 ans, je crois, qu'il mène exactement la même vie, qu'il a les mêmes blocages, et que monsieur ne fait jamais quoi que ce soit pour changer les choses. C'est juste fou que chaque année, avant que je le rencontre, il avait toujours eu le même problème. Il rencontrait une sœur à l'église, il tombait amoureux, et puis maman ne voulait pas ou papa ne voulait pas, il devait abandonner. Moi, je veux bien que ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois. Mais comment ça peut t'arriver chaque année? Comment ça peut t'arriver chaque année et que moi, je me dis, mais vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Comment ça peut t'arriver chaque année? Tu fais la même chose, mais jamais tu commences en fait à te dire que non, mais là, je ne peux plus laisser mes parents me contrôler. Ou laisser Pierre ou Paul, Jacques me contrôler. Parce que, en fait, le truc qui est en plus hyper débile, c'est que la compulsion de ce type, c'est éviter la souffrance. Est-ce qu'en fuyant la personne qu'on aime, vous avez l'impression qu'on est en train de fuir, on est en train d'éviter la souffrance? Est-ce que c'est pas plus de souffrance de se séparer d'une personne qu'on aime pour notre famille que de dire non à notre famille et que notre famille n'ont pas d'autre chose que l'accepter? Parce que moi, personnellement, ça s'est toujours passé comme ça avec ma famille. Hein. Ma famille me dit quelque chose, ils me forcent, ils me menacent, je le fais quand même. Et puis après, au bout de... À peine j'ai fait la chose, ils ont oublié. Quand j'ai déménagé dans ma famille, mais ils voulaient vraiment pas que je déménage. Quand je leur ai dit que je quittais Paris, ils voulaient vraiment pas. Ils arrêtaient pas de m'appeler, tout ça, je ne répondais pas. J'ai déménagé, une fois que j'ai déménagé, ils n'ont même plus jamais parlé de ça. Ils s'en foutaient, ils ont accepté. Ils ont accepté la situation. Tu imagines que toi, il y a 10 ans en arrière, tu aurais pu faire ce que tu voulais. Mais ça fait 12 ans que tu perds du temps pour au final rien. Parce que ta famille va te pardonner. Ils vont te pardonner, ils vont accepter ton choix. Même s'ils te disent que non, ils vont pas l'accepter, c'est des menteurs, ils vont accepter ton choix. Et c'est aussi un test pour eux, pour voir si vraiment ils t'aiment. Si vraiment ils t'aiment, ils acceptent ton choix. S'ils t'aiment pas, dans ce cas-là, oui, là, ils peuvent te mettre dehors. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as à gagner, à garder dans ta vie des personnes qui ne t'aiment pas? C'est quand même bizarre. Moi, j'ai toujours dit les choses à mes parents, même s'ils me menaçaient, je m'en fous. Je vais au bout des choses parce que c'est ma vie. Là, en plus, c'est pour toi, mais c'est aussi pour la lumière, c'est aussi pour le monde, l'humanité. Est-ce qu'on a le droit d'être aussi égoïste? Bon, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut pour... Non, moi, je pense que si. Quand il s'agit de l'humanité, il s'agit de lumière. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Quand on doit marcher dans la vérité, pour la vérité, on n'a pas d'excuses. On n'a pas le droit de rester dans l'ombre. On n'a pas le droit de faire des mauvaises choses. Tu peux être un petit peu là dans tes dépendances, machin, tu traverses une mauvaise passe. On te tolère ça 5 minutes. Mais ensuite, tu dois aller de l'avant, en fait. Mais quand tu fais ça tout le temps et on te laisse faire tout le temps, mais tu finis par devenir paresseux. Hein. Tu finis par devenir paresseux. Malgré sa préférence pour le centre mental, il a peu de mal à prendre des décisions. Car décider, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer. Ça, c'est aussi un grand problème, de renoncer, de faire des choix, de faire des choix. Est-ce qu'on peut vivre une vie sans faire des choix? Est-ce qu'on peut vivre une vie sans faire des choix? Mais c'est pas possible. Comment c'est possible des gens qui ne fassent pas de choix? Quand le 7 agit, c'est vite avec beaucoup d'énergie. Tant que l'activité l'intéresse et l'amuse, on est clairement sur quelqu'un qui cherche que la joie, en fait. Pourquoi? C'est la question qu'on peut amener à se poser. Pourquoi cette personne ne cherche que la joie? Pourquoi cette personne veut qu'il y ait que des paillettes dans sa vie et ne veut pas avoir la partie sombre? Est-ce que quelqu'un comme ça pourra vraiment faire le travail qu'il faut? Est-ce que cette personne pourra vraiment grimper sa montagne? Quelqu'un comme ça? Qui ne veut pas voir les choses moches, qui veut toujours se concentrer sur ce qui est joli. Est-ce que vraiment une personne comme ça peut avancer? Parce que
Dans la vie, il y a toujours deux côtés. Et pour pouvoir atteindre la lumière, il faut passer par l'ombre, parce que l'ombre protège la lumière. L'ombre entoure la lumière. Quand on cherche ton âme, pour accéder à ton âme, tu dois traverser des couches et des couches et des couches d'ombre de ton inconscient pour aller jusqu'à ton âme. Tu dois traverser ton conscient, ton ego, tu dois traverser les parts d'ombre, tu dois te battre avec je ne sais pas combien de démons à l'intérieur de toi, des monstres, avant d'apercevoir ta lumière. Donc le 7, il passe sa vie dans l'ombre en fait. Oui, même pas dans l'ombre en fait. Lui, il doit vraiment être à la première couche, tu vois. Tu vois, la première couche, c'est pas encore trop nuageux, tu vois. C'est comme dans le ciel. Au tout départ, tu vois, c'est un petit peu clair. On voit à travers les nuages, on voit un petit peu tu vois. Mais aller tout au bout là, en profondeur, mais c'est pas possible. Et c'est exactement ce qu'il fait dans ses relations avec les gens. Il est toujours si heureux quand il rencontre une personne, il montre un grand enthousiasme. Et puis ça redescend tellement vite. Il n'a même pas eu le temps de connaître grand-chose de la personne, tu vois. Imaginez-vous, en espèce de parachute, à peine il décolle, il se crache. Et en fait, c'est que des crashs comme ça, quoi. Et on ne connaît personne, on n'a aucune relation, en fait. Et puis, on n'a même pas d'expérience, on n'a rien appris, en fait. En fait, c'est une vie inutile, en fait. C'est une vie inutile. Et c'est pour ça que souvent, les personnes comme ça, tu peux les retrouver jusqu'à 35 ans, ils n'ont rien dans la vie, hein. Ils n'ont rien bâti, ils n'ont rien fait, même en termes de travail, ils n'ont rien. Tu vois, quelqu'un qui a 32 ans, qui est encore étudiant. Il est encore étudiant ou je sais pas, il vit encore chez ses parents. Il ne fait rien en fait. Parce qu'il est comme un enfant en fait. Et il n'a même pas un peu de ce côté responsable. Il n'est pas responsable. Le numéro 7 n'est pas responsable. Il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. C'est que papa, maman qui font tout pour lui. Tu vois, c'est ce genre de personne qui est dans une relation d'inceste émotionnel avec sa mère. Parce que on ne lui a jamais rien appris à faire. Il est comme un gosse. Il se montre comme un homme, mais il n'est pas comme un homme en fait. Il a cette apparence, tu sais, de mec sérieux et autres. Mais en fait, quand tu le connais bien, c'est un enfant. Moi, je me souviens la première fois que j'avais vu mon runner, il paraissait trop responsable. Mais il avait même pris la voiture de je ne sais pas qui pour me déposer quelque part. Non, en fait, c'était même pas sa voiture. Moi, je pensais que c'était sa voiture. Moi, je pensais qu'il avait même son appartement. Je découvre qu'il n'a même pas de voiture. Il a presque 33 ans. Il n'a pas de voiture. Il habite encore chez ses parents. Et puis, il fait encore ses études. On se dit, mais c'est quoi son problème? Et ensuite, il est là que non, je me sens pas à la hauteur avec la Renault, avec ma chaser, c'est pour ça que je ne veux pas être dans cette relation avec elle parce qu'elle mérite mieux. Mais c'est normal en même temps. Comment tu peux avoir confiance en toi si dans la vie tu ne fais rien pour te développer? Et c'est là où tu vois aussi l'échec parental en fait. L'échec parental où normalement les parents sont censés aider quand même leur fils, surtout le père en fait. Le père est là pour faire de son fils quelqu'un qui est mature et responsable. Quand je vois maintenant, tu sais, la relation qu'il a avec son père, tu as l'impression que son père, il n'aime pas son fils. Mais c'est pas que son père n'aime pas son fils, c'est que à chaque fois que le père voit le fils, il voit qu'il a échoué en fait. Il voit qu'il a échoué parce que dans l'église, il y a beaucoup de frères. Ils sont responsables. Ils sont tous mariés. Dans l'église, tous les frères qui ont à peu près le même âge que mon runner, ils sont tous mariés. Et lui, c'est le seul qui n'est pas marié à son âge. Et les gens lui demandent tout le temps, chaque année, mais c'est quand que tu te maries? Et il est encore dans le groupe des jeunes. Et il est même dans le groupe à l'église, tu sais, il y a les groupes. Il est dans le groupe étudiant. Et en fait, c'est tellement humiliant. Et j'espère que vraiment, tu sais, cette humiliation qu'il vit, ça va peut-être le faire réagir en fait que c'est pas dans ta tête en fait. Tu vois, genre, c'est pas que les gens ils sont méchants, c'est que clairement, c'est humiliant en fait. C'est humiliant qu'un homme de 33 ans, il n'a même pas sa propre maison, il n'a jamais vécu seul, qui n'a même pas terminé ses études, qui n'a même pas une rentrée d'argent. C'est humiliant en fait. Et je peux comprendre qu'il puisse se sentir mal pour ça. Et je pense que c'est un coup... Tu vois,
Karmiquement, en fait, c'est comme si on le frappe. Et en plus, à chaque fois qu'il faisait ses études, il échoue. Il échoue tout le temps à l'école, en fait. Ça fait que pour avoir un master, lui, au lieu d'avoir eu un master comme tout le monde, il a presque dû redoubler je ne sais pas combien de fois pour pouvoir avoir son master. Et puis finalement, il a recommencé encore autre chose. C'est humiliant, en fait. C'est très humiliant. Et je pense que parfois, faut pas oublier que les membres de ta famille peuvent te dire des choses parfois, bien que ce soit des personnes toxiques et autres, ils peuvent te dire des choses parfois, et je peux te dire que dans ce qu'ils te disent, ce n'est pas que il y a la volonté de Dieu dedans, en fait. Quand moi j'étais vraiment dans mon excès de yin et mes parents me faisaient toujours des critiques, il y avait la volonté de Dieu, en fait, derrière. Je savais que ce que ma mère me disait, bien que ça pouvait me piquer, je sais que c'était vrai, en fait. Je sais qu'elle avait raison, que je devais faire ci, que je devais faire plus, que je devais plus me bouger. Quand les gens me faisaient des remarques, je savais qu'il y avait une partie de vrai dedans. Et parfois, c'est pareil, en fait. Les gens peuvent beaucoup te dire certaines choses et ça peut te blesser, mais parfois, il y a la volonté de Dieu derrière. Il ne faut pas te dire que, oh, mais faut pas être dans son ego, en fait, tu vois, en mode, mais toi, t'es qui pour me dire ce que je dois faire ou comment je dois vivre ma vie. Parfois, il y a vraiment, c'est pas tout le temps, mais parfois, c'est possible qu'il y a quelque chose, tu vois. Moi, je pense que tu n'as pas d'obligation de te faire des enfants, tu n'as pas d'obligation de te marier, c'est clair. Mais un minimum, tu vois. Un minimum, il faut que tu aies quand même un semblant quand même de carrière, tu vois. Même si tu n'es pas carriériste, au moins un projet. Et tous les jours, tu dois travailler dur pour que ce projet puisse se concrétiser, tu vois. On n'est pas résultat, on n'est pas résultat, on n'est pas responsable, tu vois, des résultats, mais on est responsable des actions qu'on fournit, en fait. Et si toi, tu arroses, c'est Dieu qui fait croître. C'est pas toi qui fais croître, mais toi, tu arroses, tu vois. Et ça, c'est très important. Mais si tu ne veux même pas prendre les décisions, tu ne fais même pas de choix. Parce que certainement, je pense que mon renard a dû faire un choix de carrière par rapport à sa famille. Et il a dû certainement ne pas aimer ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il échouait, parce qu'il n'aimait pas ça. Alors que il aurait pu dire à sa famille directement que moi, ce que je veux faire, c'est ça, tu vois. Mais c'est parce qu'il voulait tellement plaire. Il veut tellement plaire. Et à cause de cette blessure du rejet, la blessure du rejet fait que non, il ne peut pas en fait être rejeté par les gens parce que c'est trop douloureux. S'il avait guéri cette blessure, il aurait pris sa vie en main, en fait. Il aurait pu affronter sa peur. Mais là, il laisse sa peur contrôler sa vie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il a une vie ridicule, où les gens se moquent de lui, en fait. Tout le monde trouve qu'il est nul, qu'il ne va à nulle part, qu'il ne va jamais réussir quoi que ce soit dans sa vie. Et c'est même plus une question de tes parents qui sont toxiques, qui te font passer pour... Parce que parfois, on va dire que non, mais c'est la maman aussi qui peut parfois rabaisser. Mais là, c'est même plus une question de rabaisser, en fait. Parce que même, tu sais, même quand ta mère te rabaisse, même quand ton père te rabaisse, il y a la volonté de Dieu derrière. Tu vois, c'est comme je disais avant, on te fait des remarques, ne vois pas ça en mode « Oh, mais toi, tu es un démon » ou de autre, ou cette personne n'est pas lumineuse. On s'en fiche qu'elle soit pas lumineuse. Il faut comprendre que même l'ombre est utilisée, en fait. L'ombre est utilisée par la lumière. Dieu peut faire intervenir n'importe quel type de personne pour te faire vivre quelque chose que tu dois vivre, en fait. Oui, oui, oui. Moi, je vous le dis, que souffrir, parfois, c'est nécessaire. Peut-être que certaines personnes vont dire que je travaille pour la fausse lumière ou j'en sais rien. Mais non, non, non. Parfois, tu dois vivre certaines souffrances pour conscientiser que ce que tu fais là, c'est pas bon. Là où tu es là, c'est pas bon. La manière dont tu vis là, c'est pas bon. Il faut savoir parfois recevoir en fait des foudres en fait pour te remettre sur le droit chemin. Et c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Quand Dieu fait ça, c'est pour ton bien en fait. C'est pour t'aider. Ce n'est pas pour t'enfoncer. Quand ta mère te fait des critiques, là, même si elle a l'habitude d'être méchante, le moment où elle va te faire une critique, cette critique-là, elle sera vraie. Et autant il y a des personnes, parfois, elles peuvent te tirer vers le bas, tu sais, elles sont là dans ta vie, toujours en train de te garder vers le bas. Et oui, ces personnes, il faut que tu les sortes de ta vie. Mais ça, encore une fois, si tu les sors pas de ta vie, tu sais, c'est encore la blessure. Blessure d'abandon. Tu sais que cette personne n'est pas bonne pour toi. Elle te tire vers le bas, mais tu la gardes. Blessure d'abandon. Mes blessures du rejet, c'est que je ne dis pas qui je suis, je ne montre pas qui je suis, je me plie toujours. Et du coup, je suis là toujours parce que je veux tellement éviter
d'être rejeté, de souffrir ma blessure. Du coup, on va le rejeter. Comment on fait pour guérir une blessure? On doit vivre la situation. Comment le runner va arriver à guérir de la blessure du rejet? C'est parce qu'il va être rejeté. Il va être rejeté maintes et maintes fois. Il sera rejeté par la chaser, rejeté par sa mère, rejeté par la copine qui est en train de draguer, rejeté par sa communauté. Il sera rejeté partout. Ce sera très, très, très dur pour lui, en fait. Parce que lui aussi, il a ses guides et lui aussi, il est surveillé. Donc, ne t'inquiète pas. Il va vivre des situations qui vont l'amener à guérir. Quand le moment viendra, il ne faut même pas s'inquiéter. Donc, runner, si tu es dans cette situation, tu dois commencer à faire un travail sur la blessure de rejet parce que tu ne peux plus fuir la souffrance. La souffrance, là, elle est inévitable. Elle est inévitable. Il n'y a personne sur cette terre ici qui n'a jamais souffert, c'est impossible. Si toi tu fuis la souffrance, la seule chose que tu vas faire, c'est créer beaucoup plus de souffrance. Alors choisis bien ta souffrance. Voilà ce que j'avais à vous partager. N'hésitez pas à liker, partager. Ceux qui veulent d'autres canalisations, vous pouvez revenir me rejoindre sur Patreon. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.